Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qui est la suite concernant notre étude sur l'histologie du pancréas. Il y a déjà une partie qui est disponible sur la chaîne dans laquelle on avait discuté l'histologie des acinies, ça veut dire la partie qui était responsable de la sécrétion après synthèse bien sûr des enzymes pancréatiques. Et ce qu'on va voir au cours de cette vidéo, ça va être essentiellement le système canalaire du pancréas, ça veut dire la partie ou bien les différents canaux qui vont faire acheminer les différentes enzymes pancréatiques pour atteindre le duodénum. Et on va voir dans cette même vidéo la partie endocrine. Parce que rappelez-vous, le pancréas, il est considéré comme une glande qui est mixte, ça veut dire à la fois endocrine et exocrine. Un petit rappel concernant la structure du pancréas, la structure globale ou bien l'architecture globale du pancréas. On va la voir sur cette même lame qu'on a utilisée au cours de la première vidéo. C'était en fait une résection du pancréas qu'on a réalisée pour une tumeur pancréatique. Et pour les gens qui se demandent sur le type histologique de la tumeur, c'était un cas de tumeur pseudopapillaire solide du pancréas. Donc la tumeur, elle est là, on va la laisser à côté, puis on va se diriger vers les parties où on a un tissu pancréatique qui est normal. On a dit au cours de la première vidéo que le pancréas était une glande qui était encapsulée. Et puis à partir de cette capsule, on avait l'émission de cloisons qui étaient fibreuses. Ces cloisons fibreuses comportaient souvent un tissu adipeux, comme ce qu'on est en train d'observer ici, sous forme de cellules qui sont volumineuses, de forme arrondie ou bien polygonale, à contenu clair. Et ces cloisons, elles assuraient une compartimentation du parenchyme pancréatique en lobes pancréatiques, comme ce qu'on voit ici. C'est un exemple d'un lobe pancréatique. Voilà un autre lobe pancréatique. Et puis, le lobe lui-même, il va être compartimenté en plusieurs structures de plus petite taille, comme ce qu'on est en train d'observer ici, ou bien là aussi, qu'on appelle un lobule pancréatique. On a vu au cours de la première vidéo aussi les acinies pancréatiques. Les acinies pancréatiques sont caractérisées par une forme arrondie, grossièrement, vu que sur le plan tridimensionnel, on peut les décrire comme des structures qui sont sphériques. Et puis, à un plus fort grossissement, on peut apprécier la composition en cellules qui sont de forme prismatique avec une caractéristique tinctorielle. C'est la présence de deux teintes différentes. Du côté du pôle basal, on a plutôt une teinte qui est basophile, vu la présence d'un organite important pour la synthèse des protéines. Protéines, pourquoi? Parce que le pancréas exocrine, il est spécialisé dans la synthèse des enzymes pancréatiques. Et les enzymes pancréatiques, c'est des protéines. Et pour la synthèse des protéines, on a besoin d'un organite qui est le réticulum endoplasmique rugueux. Ce réticulum endoplasmique rugueux, il a cette teinte basophile et il est localisé au niveau du pôle basal, ce qui va expliquer tout simplement cette teinte au niveau du pôle basal. Du côté apical, par contre, on a une teinte qui est éosinophile avec un aspect granulaire. Ceci est dû à l'accumulation de grains de sécrétion. C'est des grains qui contiennent tout simplement les enzymes et les précurseurs d'enzymes pancréatiques. C'est ce qu'on appelle les grains de zymogène. Du côté central de la sinus, on a une lumière qui est le plus souvent comblée par des éléments cellulaires. Ce qu'on voit ici, une cellule avec un cytoplasme qui est pâle, avec un noyau qui est de forme ovalaire, comme dans cet exemple, ou bien parfois arrondi aussi. Puisque ces cellules sont situées au niveau du centre de la sinus, on va l'appeler tout simplement une cellule centro-acinaire. Cette cellule centro-acinaire, ça va représenter en fait le point de départ du système canalaire du pancréas. Et pour être plus précis, c'est le point de départ de l'élément canalaire de plus petit calibre au niveau du pancréas. On va représenter ça, ou bien on va démontrer ça sur une région, là où on peut voir très bien la transition, comme par exemple ici, entre les cellules centroacinaires, ce qu'on voit à ce niveau. Donc voilà un exemple d'une cellule centroacinaire. Voilà un autre exemple, un troisième exemple. On a appelé ça centroacinaire parce qu'on voit très bien que c'est des cellules qui sont situées au centre de la sinus qui est à ce niveau. Et puis on voit très bien qu'il y a une continuité entre les cellules centroacinaires et un certain élément canalaire qui passe à ce niveau. Ce petit canal qui fait suite aux cellules centroacinaires, il est tapissé par les mêmes cellules qu'on a au niveau centroacinaire. Ça veut dire des cellules avec un cytoplasme éosinophile clair et un noyau qui est aplati. Ce canal, on va l'appeler un canal intercalaire. On voit très bien que c'est un canal de
très petit calibre. On peut voir ça sur cette coupe qui montre très bien cette lumière de très petite taille. Et c'est un canal, comme on l'a dit, qui va faire suite aux cellules centroracinaires, qui va se continuer par le canal de plus grand calibre qui va venir par la suite, qu'on va appeler le canal intralobulaire. On va essayer de chercher sur cette même lame pour trouver d'autres exemples de canaux intercalaires, comme par exemple à ce niveau. On voit très bien que autour on a des structures qui sont acinaires avec cette double teinte, si on va dire des cellules acinaires basophiles en périphérie, ça veut dire au niveau du pôle basal, et eosinophiles au niveau du pôle apical avec la lumière qui est bien visible ici. Et puis on a à ce niveau une structure canalaire de petite taille. La lumière elle est bien visible tout au long de ce canal, on la voit très bien à ce niveau également, là aussi et là aussi, vu tout simplement que le canal, il est coupé de façon longitudinale. On peut apprécier sur cette coupe également les caractéristiques des cellules qui le tapissent. C'est des cellules qui sont aplaties, on va appeler ça pavimenteuses, avec un noyau qui est étiré, qui est aplati aussi, et un cytoplasme éosinophile clair qui est de faible abondance. Les cellules au niveau des canaux intercalaires peuvent être également de hauteur un peu plus importante, mais ils vont être appelés des cellules cubiques basses. L'étape qui va suivre et qui va être le résultat d'une fusion de plusieurs canaux intercalaires, ça va être appelé des canaux intralobulaires. Intralobulaires, ça veut dire qu'on va les trouver au niveau du même lobule. Je vais vous montrer ça sur ce faible grossissement. On le trouve à ce niveau. Ça, c'est un exemple d'un canal intralobulaire. Voilà un autre exemple, un autre, et puis un quatrième exemple. Donc on va agrandir au niveau de cette région. On voit très bien que c'est une structure canalaire avec la lumière qui est ici, au centre. Et puis on voit que l'épithélium qui tapisse cette lumière, si on veut dire, c'est un épithélium qui est simple, parce qu'on a une seule couche de cellules, vu qu'on a tout simplement une seule couche de noyaux. Donc on voit très bien les noyaux qui sont à ce niveau. Et puis on a un cytoplasme de quantité faible relativement à celle qu'on va trouver au niveau du canal de plus gros calibre qu'on va étudier par la suite. C'est en fait des cellules qui sont cubiques. Tout autour, on a un tissu conjonctif avec des fibres de collagène qui sont disposées de façon concentrique, comme on le voit ici, avec présence occasionnelle de cellules fusiformes qui laissent paraître essentiellement leur noyau. Ça correspond simplement à des fibroblastes. Voilà, juste à côté, on a un autre exemple de deux canaux intralobulaires. Voilà le premier et voilà le deuxième avec la lumière au centre. L'épithélium simple cubique, la disposition concentrique des fibres de collagène et puis la présence de cellules fibroblastiques. Ces canaux intralobulaires, ils vont fusionner par la suite pour donner le canal de l'étape suivante qui va correspondre au canal interlobulaire. Et c'est un canal qu'on va trouver, comme son nom l'indique, au niveau des espaces entre les lobules. Et ça va être un canal de plus gros calibre, ce qui va expliquer le fait qu'on va facilement l'identifier à un plus faible grossissement. Je suis maintenant en train d'observer cette lame à un faible grossissement et on voit très bien à cet espace, c'est un espace entre les lobules pancréatiques, voilà un exemple d'un lobule pancréatique, en voilà un autre, un troisième, un quatrième et puis un cinquième, et entre ces lobules on a un canal. C'est un canal interlobulaire. Il a un calibre beaucoup plus important, avec un épithélium qui est toujours simple, une seule couche de noyaux, et puis les cellules, elles ont changé de forme. Maintenant, on a des cellules qui sont beaucoup plus hautes que larges. C'est des cellules qu'on va appeler alors cylindriques. Et donc, le canal interlobulaire, c'est un canal qui possède un épithélium simple cylindrique. On voit très bien la lumière qui est comblée par des sécrétions qui sont éosinophiles, puisqu'elles paraissent en rose, et puis tout autour de l'épithélium qui est ici, on a un tissu conjonctif avec cette disposition grossièrement concentrique des fibres de collagène, avec présence d'éléments fibroblastiques comme on est en train de le voir. Éventuellement, ce qui va arriver par la suite, concernant le système canalaire, on aura la fusion de plusieurs canaux interlobulaires pour donner des canaux qui sont de calibre de plus en plus important et finalement donner le canal de plus gros calibre au niveau du pancréas qu'on appelle le canal de Wirsung. Le canal de Wirsung, il va continuer ou bien se continuer par la voie biliaire principale, puis il va s'aboucher au niveau de la paroi duodénale pour déverser
tout ce qui a été acheminé au niveau de sa lumière, au niveau de la lumière duodénale. Voilà, donc ça a été concernant la partie du système canalaire du pancréas. On passe maintenant pour voir la composante endocrine. C'est vrai que le pancréas c'est une glande qui est mixte, ça veut dire qu'elle comporte à la fois une composante exocrine et une composante endocrine, mais il faut savoir que les cellules endocrines au niveau du pancréas, elles ont deux types de localisation différentes. On les trouve soit rassemblées en structure sphérique, qu'on va appeler les îlots de Langerhans, ce qui est le cas pour la majorité des cellules endocrines du pancréas, correspondant à 90% de ces cellules. Les 10% qui restent vont être sous forme de cellules endocrines dispersées au niveau des canaux, particulièrement au niveau des canaux de gros calibre, mais aussi au niveau des acinies. On va agrandir un peu pour commencer par les fameuses structures glandulaires sphériques qu'on appelait les îlots de Langerhans. Alors on peut identifier ces structures très facilement au faible grossissement. À ce grossissement, par exemple, je peux identifier des régions qui sont un peu foncées, comme par exemple à ce niveau ou bien à ce niveau, qui correspondent aux structures acinaires. Et au sein de ces structures acinaires, on a à voir des structures qui sont sphériques et qui correspondent sur le plan bidimensionnel à des structures qui sont soit arrondies comme à ce niveau aussi, ou bien des structures grossièrement ovalaires. Ces structures sont facilement identifiables grâce à leur teinte qui est beaucoup plus claire par rapport aux acinies de voisinage. C'est ce qu'on appelle les îlots de Langerhans. Donc on voit très bien un plus fort grossissement, cette bonne limitation en périphérie de ces îlots de Langerhans. Et puis on peut voir aussi les cellules avec leur cytoplasme qui est beaucoup plus clair par rapport aux cellules des acinies, ce qu'on voit ici, donc tout ce qui est en périphérie, c'est des acinies pancréatiques. Alors que tout ça, la partie claire, ça représente tout simplement un îlot de Langerhans. Alors si on agrandit un peu, on peut aussi voir les caractéristiques nucléaires. C'est des noyaux qui sont arrondis, qui sont dotés d'un nucléoïde qui est fin, ça veut dire de petite taille. Et puis la chromatine, elle pourra montrer de temps en temps un caractère assez particulier des cellules neuroendocrines, c'est ce qu'on appelle une chromatine qui est motée. Ça veut dire qu'elle a un aspect un peu granulaire, comme ce qu'on est en train de voir ici. On voit très bien qu'il y a un fond de chromatine qui est un peu pâle, mais sur lequel on a de petits points qui sont beaucoup plus foncés. Ça, c'est ce qu'on appelle un aspect moté de la chromatine, caractéristique des noyaux des cellules endocrines. On peut apprécier aussi, si je reviens à un plus faible grossissement, une architecture au sein de ces îlots qui est dite trabéculaire. On voit très bien que les cellules elles sont arrangées en des cordons. Voilà un exemple d'un cordon à ce niveau. Voilà un autre cordon qui passe par ici, un troisième cordon ici, un quatrième et puis un cinquième. Et entre ces cordons, on a à voir des éléments sanguins. C'est vrai que ici, c'est un peu comprimé, on ne peut pas voir la lumière, on ne peut pas voir nettement les globules rouges, mais tout ça, ce qui se trouve entre les cordons, c'est des éléments vasculaires. C'est une caractéristique qu'on trouve partout au niveau des organes endocrines, c'est la richesse en capillaires sanguins pour assurer bien sûr leur fonction, parce que c'est des cellules endocrines, et qui dit endocrine dira aussi une sécrétion de produits directement au niveau de la circulation sanguine. Voilà un autre exemple d'anneau de Langerhans. Peut-être sur cet exemple, on a plus de visibilité concernant les capillaires. Voilà un capillaire à ce niveau, voilà un autre. Et on peut deviner aussi la présence de cellules endothéliales à ce niveau, là aussi, ou bien là aussi. Voilà. Il y a un élément important à mentionner, c'est qu'au niveau du pancréas, on a deux types d'îlots de Langerhans. Il y a ceux qui sont bien limités, comme ce qu'on vient de voir, qu'on appelle les îlots de Langerhans de type compact, et il y a ceux qui sont moins bien limités, qu'on appelle le type diffus. On passera maintenant à un exemple d'étude, qui est l'étude immunohistochimique sur ce même prélèvement. On sait que toutes les cellules endocrines au niveau de l'organisme, elles ont certains marqueurs qui sont exprimés, qui sont communs à l'ensemble des cellules neuroendocrines. Alors parmi ces marqueurs, ou bien parmi ces molécules, on a la chromogranine,
on a aussi la synaptophysine, on a le CD56 ainsi que le NSE. Voilà un exemple d'études immunohistochimiques en utilisant l'anticorps anti-NSE. Ça veut dire en utilisant cet anticorps, on va chercher particulièrement ou bien précisément la présence ou l'absence de ce marqueur. Rappelez-vous que c'était un cas de tumeur pseudopapillaire solide pour lequel on a réalisé la résection de ce spécimen pancréatique et on voit très bien que la tumeur, elle exprime ce marqueur qui est l'NSE, ce qui va se manifester sous forme d'une teinte qui est brune. Au niveau du pancréas normal, à ce niveau, on voit très bien qu'il y a certaines structures qui sont arrondies, qui ont pris également la couleur brune, ça veut dire qui expriment également ce marqueur qui est l'NSE. C'est un marqueur, comme on l'a dit, qui est endocrine, et donc on va trouver que ce marquage, il va nous permettre d'identifier les éléments endocrines qui vont être quoi en fin de compte, ça va être tout simplement notre îlot de l'ingérence qui va exprimer ce marqueur. Donc on voit très bien que c'est des structures qui sont plus ou moins arrondies, comme par exemple à ce niveau, ou bien qui sont ovalaires. Et puis en utilisant cette étude immunohistochimique, ça nous permet plus facilement maintenant d'identifier l'architecture, si on va dire, qui est trabéculaire. On voit très bien qu'au sein de cet îlot de l'ingérence, on a des cellules qui sont positives, ça veut dire qui paraissent en brun, qui prennent ou bien qui sont disposées plutôt en cordon. On voit un qui est ici, on voit un autre qui est là, un troisième peut-être qui est là aussi. Et puis on a au sein de cet îlot de l'ingérence des structures ou bien des régions qui sont négatives, qui ont une teinte qui est plutôt bleue, ça veut dire qu'ils n'ont pas exprimé ou bien qui n'expriment pas le NSE et qui vont correspondre aux espaces occupés par les capillaires sanguins. Voilà un autre exemple avec cette disposition en travée ou bien en cordon, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là, un autre cordon, et puis un cordon à ce niveau, et puis tous les éléments au sein de l'îlot qui sont négatifs, ça veut dire qu'ils ont une teinte qui est bleue, ça correspond aux cellules endothéliales des capillaires. Voilà. On va passer à un autre prélèvement. Donc ça, c'était un prélèvement à partir d'une résection pancréatique qui a été réalisée pour une tumeur. Et c'était un cas de tumeur neuroendocrine. La tumeur, elle la voit à ce niveau. Donc on voit très bien qu'elle est encapsulée par cette capsule fibreuse qui paraît éosinophile, vu la richesse en éléments collagéniques. Et puis la prolifération, elle est au sein de cette capsule. Tout autour, on a un parenchyme pancréatique qui est normal. Et j'aimerais vous montrer cet exemple parce que c'était un cas de tumeur qui siégeait au niveau de la tête. Alors au niveau de la tête, on a à voir les deux types d'îlots de l'ingérence, le compact et le diffus. Il faut savoir que le type compact, on le trouve au niveau de la queue du corps ainsi que la partie supérieure de la tête du pancréas, alors que le type diffus, on le trouve essentiellement au niveau de la partie basse ou bien inférieure de la tête du pancréas. Alors, je vous montre ici un parenchyme pancréatique avec la compartimentation comme on a expliqué sur la première lame. Et puis, à ce grossissement, déjà, on peut voir deux teintes qui sont distinctes. Donc, il y a la partie qui est foncée, qui correspond aux acinies pancréatiques, et on a également des parties qui sont claires. Alors, si je descends à un plus fort grossissement, je vois très bien que ici, on a une partie claire qui paraît plus ou moins bien limitée, qu'on pourrait appeler le type compact des îlots de l'ingérence. Mais juste à côté, on a le type diffus à ce niveau. On voit très bien que l'aspect des cellules, il rappelle celui des cellules endocrines qu'on a vu au niveau des îlots de l'ingérence sur la lame précédente, avec leur cytoplasme clair, et on a l'architecture aussi en cordon. On a également la richesse en éléments vasculaires. Là, particulièrement, on peut voir les globules rouges individuels. On voit là un deuxième, un troisième, qui sont au sein de capillaires. On voit très bien en repérant ces globules rouges cette richesse en éléments capillaires vasculaires. On voit par contre, à la différence du type compact des îlots de l'ingérence, que on a des cordons qui commencent à s'insinuer plutôt entre les acinies et donc on a perdu ce caractère bien limité, on a plutôt un caractère qui est mal limité. C'est la principale caractéristique de ces îlots de type diffus
en plus d'une autre caractéristique qui est la deuxième, c'est le caractère hyperchromatique des noyaux par rapport à ce qu'on a vu, par rapport au caractère moté de la chromatine concernant le type compact des îlots de Langérance. Voilà, on peut apprécier vraiment cette différence. Par exemple, si je compare celui-là, un îlot de Langérance de type compact, à la différence de celui qu'on est en train d'observer ici. Pour ce cas, également, on a utilisé une étude immunohistochimique. Alors parmi les marqueurs endocrines, comme j'ai bien expliqué, on a vu un exemple en utilisant l'anticorps anti-NSE. Maintenant, on a utilisé pour ce cas l'anticorps anti-chromogranine A, ce qu'on voit sur cette lame par exemple. Puisque la tumeur, à ce niveau, c'est un néoplasme neuroendocrine, donc ça va exprimer le marqueur chromogranine A, et donc on aura une positivité, ça veut dire une teinte brune lors de l'utilisation de l'anticorps anti-chromogranine A. Je vais descendre au niveau de la partie normale pour vous montrer que l'immuno va davantage montrer cette irrégularité et ce caractère mal limité des îlots de Langérance de type diffus. Voilà, on note très bien à ce niveau, après marquage, qu'on a plutôt une mal limitation et un caractère des cordons des cellules neuroendocrines ou bien endocrines qui commencent à s'insinuer entre les structures acinaires. On peut apprécier ça avec un plus faible grossissement de façon aussi nette. Donc on voit très bien plusieurs éléments endocrines, plusieurs éléments faits de cordons qui sont en train de s'insinuer entre les différents éléments exocrines au niveau pancréatique. Même résultat si on utilise un deuxième exemple de marqueur neuroendocrine qui est l'anticorps anti-synaptophysine pour cette lame. Donc toujours un néoplasme neuroendocrine, c'est toujours le même cas, et donc on aura toujours cette expression, cette positivité pour l'anticorps anti-synaptophysine. Si je passe au pancréas normal, de ce côté, on voit très bien ce caractère qui est irrégulier et mal limité des îlots de Langérance, qu'on va appeler donc des îlots de type diffus. Voilà, donc c'était la fin pour les lames virtuelles, et on passe maintenant rapidement à une récapitulation de ce qu'on vient de voir. Je vous mets, comme toujours, en description les liens pour les lames virtuelles, et un petit rappel concernant ce qu'on a vu. Donc le pancréas, on sait qu'il est de localisation rétropéritonéale, avec deux composantes, exocrine et endocrine, puisqu'il s'agit d'une glande qui est mixte. La composante exocrine, elle assure la synthèse, ainsi que la sécrétion des enzymes digestives, notamment l'amylase, la lipase, le trypsinogène, ainsi que le chymotrypsinogène, qui va être acheminé vers le canal de Wirsong, puis la voie biliaire principale, et finalement au niveau de la lumière duodénale. La composante endocrine, elle assure la production d'hormones, notamment l'insuline, le glucagon, la somatostatine ainsi que le polypeptide pancréatique. Concernant l'organisation, on a dit que le pancréas était encapsulé par une capsule conjonctive qui va émettre des cloisons, divisant le pancréas en lobes et en lobules. Et on a deux composantes, à savoir la composante exocrine comportant 95% du volume pancréatique et une composante endocrine essentiellement représentée par les îlots de Langérance qui représentent 5%, ça veut dire le reste du volume du pancréas, mais bien sûr sans oublier la partie des cellules endocrines diffuses qu'on trouve au niveau des canaux et au niveau des acinies. Les canaux pancréatiques, ça commence par les canaux intercalaires, qui sont les éléments canulaires de plus petite taille, caractérisés par une lumière étroite des cellules cubiques, puis les canaux intralobulaires, et puis finalement les canaux interlobulaires avec une lumière importante et un épithélium qui est fait de cellules cylindriques. On a dit également que ces canaux, on va les trouver au niveau des cloisons conjonctives, et puis la fusion de ces différents canaux interlobulaires, ça va former ultérieurement le canal de Wirsong. Le pancréas endocrine, il est fait essentiellement d'îlots de Langérance. C'est des glandes en miniature, c'est des formations qui sont sphériques sur le plan tridimensionnel, caractérisées déjà au faible grossissement lorsqu'on observe le pancréas au microscope par une teinte qui est claire, ce qui va faciliter leur repérage. Les îlots de Langérance, ils sont faits de cellules endocrines, organisées en cordons fins qui sont anastomosés, et puis entre ces cordons, on a vu la richesse en capillaires sinusoïdes. Au niveau des cellules endocrines, on a vu cette caractéristique de chromatine motée. Il faut savoir que les îlots de Langérance sont divisés en deux types,
le type compact, qui représente le type le plus fréquent, qu'on retrouve ou bien qui représente 90% de l'ensemble des îlots, ils sont caractérisés par des contours réguliers, des noyaux à chromatine motés, ça veut dire l'aspect classique décrit au niveau des cellules endocrines, et on les trouve au niveau de la queue, du corps, ainsi que la partie supérieure de la tête du pancréas. Le deuxième type, beaucoup moins fréquent, représente 10%, il est appelé diffus, vu le caractère irrégulier des contours. Et puis les noyaux, ils sont hyperchromatiques, on les trouve où? C'est au niveau de la partie inférieure de la tête. Sur le plan immunohistochimique, il faut savoir que les cellules endocrines des îlots, ou bien aussi des cellules qui sont diffuses, ça veut dire dispersées au niveau des canaux pancréatiques et au niveau des acinies, elles expriment certains marqueurs, si on peut les appeler comme ça, des marqueurs endocrines généraux. Ça veut dire qu'on va trouver, exprimer au niveau des différentes cellules endocrines au niveau de tout le corps. Ces marqueurs sont la synaptophysine, la chromogranine, l'NSE ainsi que le CD56. Il y a 4 types principaux de cellules endocrines au niveau du pancréas. Il y a les cellules bêta, celles les plus abondantes qui vont sécréter l'insuline, les cellules alpha qui vont sécréter le glucagon, les cellules delta sécrétant les somatostatines, ainsi que les cellules PP sécrétant le polypeptide pancréatique. À ne pas oublier certaines variations, notamment celles qui sont liées à l'âge. Il ne faut pas oublier que chez le nouveau-né, on n'a pas tellement besoin de fonction exocrine par rapport à la fonction endocrine, ce qui va expliquer une faible composition en composante exocrine au niveau du pancréas, et on aura chez le nouveau-né par conséquence un pancréas endocrine qui représente jusqu'à 20% du volume total du pancréas. La dilatation des capillaires au niveau des îlots de Langerhans, elle pourra être observée de façon fortuite, sans signification pathologique, et on appelle ça péliosis insulis. On peut observer chez les sujets âgés, notamment chez les sujets qui sont diabétiques, des dépôts amyloïdes au niveau des îlots de Langerhans, et on va les observer de façon préférentielle en péricapillaire, ça veut dire autour des capillaires qu'on trouve au niveau des îlots de Langerhans. Ça aussi, ça n'a aucune relation avec l'amylose systémique. Donc on arrive comme ça à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like. Et puis j'attends également des commentaires de votre part si vous avez des propositions de sujets qu'on pourra discuter dans de prochaines vidéos.